Bienvenue pour cet après-midi de travail. Après cette matinée absolument, je dirais, resplendissante, où nous avons tous appris beaucoup de choses qui vont nous aider dans notre vie, avec ceux qui ont besoin, vous savez, d'attention particulière sur certains points. Et nous allons continuer cet après-midi. Alors, cet après-midi, c'est développer les capacités personnelles, 2 points, les environnements comme médiateurs. Donc, nous allons commencer par écouter un duo, Cinzia Pieraccini, qui, vous l'avez compris, est neuropsychiatre en Italie, qui a des responsabilités dans le cadre des services publics qui accueillent des autistes d'âge, on va dire, différents, mais en particulier dans la période adolescence et jeune adulte. Et puis Muriel Nathalie Laure, qui est notre présidente, et qui est aussi à l'origine, vous savez, du développement de pratiques extrêmement intéressantes pour le développement de la personne, quelle que soit sa situation, on va dire, dans le domaine du handicap. Alors, voilà. Alors, l'exercice va être particulier parce que Cinzia parle très bien italien. Elle parle très bien l'anglais et elle parle très bien le français si on le fait bien attention. Mais elle ne peut pas parler les 3 langues en même temps. Alors, on a longuement réfléchi comment on allait s'y prendre. Donc, Cinzia a élaboré une présentation sur des diapositives ou des PowerPoints qui sont en français. Et elle va parler en italien, ce qui va vous faire une sorte de traduction simultanée du français à l'italien de sa présentation PowerPoint. Voilà. Je vous assure que le PowerPoint et ce qu'elle va dire sont extrêmement intéressants. Extrêmement intéressants. Et donc, Muriel, vous prendrez la suite ensuite pour une présentation complémentaire. Nous sommes au cœur de l'action. C'est-à-dire que les jeunes sont là et ils sont, on va dire, invités à exercer leurs fonctions dans les meilleures conditions pour réussir à faire ce qu'ils ont envie de faire avec le soutien des adultes très compétents. Voilà, c'est à peu près ça. Vous voyez, c'est ça ? Voilà. Alors, je te donne la parole. Cinzia, tu peux commencer. Ok. Alors, bon après-midi à tout le monde. Je suis Cinzia Pieraccini, je suis italienne e appunto in questo lavoro parliamo di un progetto di collaborazione tra la Toscana e Monaco. Allora, questo progetto nasce ufficialmente nel 2022 in virtù di un accordo ufficiale con la Monaco Disease Power e il Sistema Sanitario Nazionale all'interno del quale io lavoro. E prevede la mia presenza al centro 4 volte l'anno e la mia funzione è quella di organizzare e supervisionare il lavoro all'interno del centro, incontrare le famiglie, osservare gli utenti e i ragazzi e orientare e supervisionare il lavoro degli operatori. Nora è una collaboratrice importante perché parla molto bene l'italiano, è il mio braccio destro ma anche sinistro. Gli obiettivi principali di questa collaborazione sono quello di creare, attraverso la Monaco Disease Power, un contesto dove le persone che
che presentano un handicap essenzialmente psichiatrico possano ricevere le stimolazioni giuste per aumentare le loro autonomie, favorire la comunicazione, sviluppare le loro capacità di apprendere e avere dei comportamenti più regolati e adattabili alle differenti situazioni e ai differenti contesti. Quindi si cerca di incoraggiare l'organizzazione di attività all'interno della vita sociale reale, dove le stimolazioni sono tante e dove l'ambiente stesso diventa uno strumento importante di riabilitazione, ma non solo, anche di integrazione e di inclusione. La presa in carico quindi si organizza attorno alle diverse attività che hanno l'obiettivo di stimolare sistemi neurologici disfunzionanti che le neuroscienze ci indicano essere i meccanismi che sottostanno alle bizzarrie tipiche di queste patologie. È molto importante nella presa in carico il rispetto delle caratteristiche e dei bisogni e degli interessi di ogni persona. La presa in carico consta di una valutazione individuale, una elaborazione di un profilo individuale, la strutturazione del tempo e dello spazio, l'organizzazione di attività, una elaborazione dei risultati e la formazione del personale. Allora, la valutazione individuale di ogni ragazzo comprende un incontro con la famiglia, attraverso il quale vengono raccolte le informazioni anamnestiche e le informazioni riguardo il contesto in cui vivono questi ragazzi, queste persone. Poi c'è un'osservazione, una valutazione clinica e comportamentale di ogni ragazzo e una valutazione medica per definire la presenza di comorbidità mediche o psichiatriche. Ci si avvale in questa valutazione anche dell'utilizzo di alcuni test come la CAS-2 per la diagnosi e poi l'ECART e la Vineland, che ci aiuta a strutturare il profilo individuale. Quindi si fa un profilo individuale per ogni ragazzo dove si individuano i punti di forza e i punti di debolezza e quindi gli obiettivi individuali che vengono inseriti all'interno del progetto. Un progetto individuale per ogni ragazzo che viene rivisto ogni 12 mesi. Per quanto riguarda la strutturazione del tempo e dello spazio, al centro abbiamo cercato di organizzare di formare un'organizzazione quotidiana del piano di lavoro. C'è un'organizzazione quotidiana del piano di lavoro che riguarda sia i tempi ma anche gli spazi. Ci si avvale molto dell'agenda quotidiana e della comunicazione per immagini. L'agenda è molto importante, è un'agenda individuale, un'agenda per immagini, come si vede anche dalle immagini nella slide, ed è molto importante perché crea una prevedibilità e in questo modo riduce le crisi comportamentali che sono spesso la conseguenza degli imprevisti. E le immagini poi possono essere utilizzate per fare delle richieste. Le attività, gli obiettivi quindi di ogni progetto riabilitativo vengono stimolati attraverso le differenti attività organizzate all'interno del centro, al centro. Sono di solito attività orientate alla comunicazione, alla socializzazione e alle autonomie personali e sociali, ma
non perdono mai di vista la rieducazione neurofunzionale individuale. Le attività sono di gruppo, ma le richieste sono adattate a ciascun paziente e tutti gli operatori che accompagnano i ragazzi alle attività devono conoscere bene le caratteristiche funzionali di ogni ragazzo che partecipa a quell'attività. Le attività sono interne al centro ed esterne al centro, possono avere un significato, un valore didattico, ricreativo, professionalizzante, sportivo, ma sono essenzialmente attività naturali ed ecologiche in contesti e in momenti di vita naturale. Le attività interne al centro, ne abbiamo parlato anche prima, sono per esempio le attività di cucina, che prevede appunto la preparazione di veri e propri piatti, ma che comprende anche la preparazione della tavola e il riordino delle stoviglie. Attività tutte estremamente utili, ma che, se fatte bene, possono andare a stimolare certe funzioni importanti che riguardano la programmazione motoria, il problem solving, la motricità fine, la sensorialità, l'attenzione, l'imitazione. Poi in questo modo sono organizzate anche l'atelier della pittura, l'atelier della ginnastica, della danza, dello yoga, poi gli atelier didattici e poi gli atelier per le autonomie e per l'igiene personale. L'attività all'esterno sono organizzate all'interno dei contesti sociali e naturali, sono essenzialmente ricreative, sportive e professionalizzanti. La presenza e il legame diretto con il territorio favorisce il processo di integrazione e aumenta le possibilità di incontri e di relazione e di stimoli per questi ragazzi, sono fondamentali. Una attività per eccellenza particolarmente importante e fortemente integrativa ma anche riabilitante sono le attività sportive, perché sono un vero e proprio sono una vera e propria attività riabilitativa con degli obiettivi specifici dal punto di vista riabilitativo, ma che è una riabilitazione che si fa con piacere, che i ragazzi fanno con piacere, all'interno della quale i ragazzi si divertono e gli permette di fare cose che fanno tutti gli altri ragazzi e gli permette anche di farsi apprezzare dagli altri, di fare cose che poi saranno apprezzate dagli altri e per questo quindi è un'attività riabilitativa ancora più efficace. E l'analisi dei risultati è fondamentale per andare avanti con l'organizzazione e con i metodi che vogliamo adottare. Non c'è il grafico. Qui nello spazio bianco c'era un grafico, ma l'osservazione dei risultati in questo anno e mezzo ci ha permesso di vedere miglioramenti un po' a tutti i livelli. Effettivamente dal grafico si vedeva bene, i miglioramenti erano su tutte le funzioni analizzate attraverso l'EHART. E in realtà questi ragazzi hanno un miglioramento generale a tutti i livelli, ma le maggiori acquisizioni le hanno avute a livello delle autonomie personali, domestiche e sociali, e sanno utilizzare benissimo l'agenda ed hanno un comportamento veramente più regolato rispetto a quando abbiamo iniziato. Questi risultati sono visibili anche a occhio nudo, non soltanto attraverso il grafico.
L'altro aspetto è la formazione. Io cerco di fare una formazione on the job, nel senso che cerco di osservare insieme agli operatori questi ragazzi, li collego i loro collegamenti a una base, a un background teorico e cerco di fornire, dare una risposta rispetto alle performance stesse dell'operatore nei confronti di questi ragazzi. Appunto io vengo a Monaco 4 volte l'anno per una settimana e il sabato pomeriggio, al fine della settimana di lavoro, c'è un momento con gli operatori di riflessione rispetto al lavoro fatto durante la settimana e mettendo, appunto, ricollegando il tutto ad una base, a un background teorico. La formazione, appunto, la faccio in presenza per 4 volte la settimana, per 4 volte l'anno, però abbiamo la possibilità di incontrarsi online anche 2 volte al mese con gli operatori, appunto, del centro. Naturalmente un momento di formazione come quella di oggi è un contributo importante per completare la formazione di questi ragazzi. Ho finito. Grazie a tutti. Grazie. Lo dico in italiano perché è più spontaneo. Grazie a tutti, grazie all'associazione, grazie a Muriel. Grazie alla professoressa Caterine, la chiamo Caterine perché ho un affetto profondo verso di lei, e grazie a tutti i ragazzi della Monaco Disease Power e a tutti gli operatori, a Nordin, che non ho rammentato ma che rammento adesso, Nordin, Leila, Fatima, Katia e poi anche quelli che non ricordo il nome, insomma. Il francese non mi appartiene, quindi basta. Merci beaucoup, Cynthia. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir à côté de moi. Voilà. Merci beaucoup. C'est épatant. Parce que en quelques diapositives, tu as pu mettre en évidence qu'il y avait d'abord un projet personnalisé qui était basé sur une évaluation, un travail de description fine, non seulement des points forts de chacune de ces personnes, de ces jeunes, mais aussi des émergences, c'est-à-dire là où un exercice qui soit ciblé, qui soit orienté vers ces émergences, va permettre d'augmenter les capacités du jeune. Tu comprends ? Voilà, ça c'est un point très important. La deuxième chose, c'est que c'est ce parcours, c'est-à-dire c'est quelque chose de dynamique. Il y a un élan qui est donné aux jeunes, qui est, on va dire, sollicité par ses collègues, ses camarades, mais aussi par, évidemment, des éducateurs, des personnes qui sont spécialisées, qui connaissent bien ces situations et les exercices à leur proposer. Le troisième point très important, c'est celui du contexte. C'est-à-dire que le chat a été retrouvé. Le chat a été retrouvé. On félicite le chat parce qu'il a retrouvé sa maîtresse. Donc, le contexte qui est celui de la vie de tous les jours. Vous voyez, il n'y a rien de plus triste que de vivre dans un endroit qui ne correspond pas à ce qu'on a en tant qu'être humain, citoyen, la chance de partager avec d'autres tous les jours. Et ces contextes, on voit bien. Alors, il y a des lieux d'exercice un petit peu plus intenses, hein,
Et puis ensuite, on va dehors, on participe. Il y a la participation qui, au plan humain, au plan de la personne, est très valorisant. Mais aussi, c'est une exposition aux nouvelles connaissances, aux nouvelles habiletés dans un contexte qui est un plus compliqué. Et ça, c'est essentiel. Et puis, le personnel. Le personnel est un personnel que je dirais d'importance considérable. Et cette importance considérable du personnel, elle doit être là aussi soutenue, valorisée. Et les personnels ont droit pour la qualité de leur vie, la qualité de leur travail auprès de ces jeunes, à de la formation. De la formation qui soit la formation la plus excellente, la plus actuelle. Donc, c'est pour cette raison que tu te tiens au courant de... toi, tu as un environnement en Italie qui est un environnement extrêmement stimulant au plan des pratiques et de la science. Et les assises font partie de ces moments de formation. Aujourd'hui, on apprend, vous voyez, on passe une journée ensemble, on apprend énormément de choses. Moi, j'ai appris énormément de choses ce matin. Voilà, donc, vous voyez, on pourrait penser que j'ai plus rien à apprendre, mais pas du tout, pas du tout. Et c'est bien le contraire. Et voilà, tous... alors, cette formation, cette information et je dirais cette implication du personnel, des personnes qui sont auprès et avec toi dans l'équipe pour, je dirais, faire progresser la connaissance. C'est aussi une participation d'une certaine manière à la recherche. Voilà, donc ça c'est mon premier commentaire. Alors maintenant, oui Muriel, c'est indispensable. Voilà, ça marche, oui. Non mais moi juste quelques mots, je ne vais pas prendre trop de temps. Je vais juste revenir très brièvement sur la genèse de ce lieu, parce que je n'étais pas partie pour faire ça en fait, ni pour tout ça. C'est venu d'une très très grosse frustration, d'un gros énervement contre un IME qui, au moment du passage aux 35 heures, le jour de la rentrée scolaire de ma fille, enfin scolaire, oui, on va dire scolaire, allez, nous a annoncé tout de go, toutes les familles qui étaient là, écoutez, on va rendre service encore cette semaine, mais la semaine prochaine, le mercredi, à 14 heures, les enfants rentrent parce qu'on ne peut plus les garder, etc. Donc j'ai trouvé ça profondément injuste, ça m'a profondément énervée. Je trouvais que déjà, il commençait à 10h30 le lundi matin, et donc il devait rentrer maintenant à 14h30 le mercredi, et le vendredi après-midi, on remettait ça à 14h à la maison, c'est-à-dire qu'il fallait être éducateur, encadrant, auxiliaire de vie à plein temps. Donc j'ai trouvé ça totalement révoltant. Donc je me suis énervée dans un premier temps, et puis j'ai essayé de trouver une solution avec l'IME, un dégagement de place, de personnel, ça n'a pas marché. Et puis finalement, j'ai dit, je vais transformer cet énervement en quelque chose de positif. J'ai cherché une autre solution. La solution, c'était de trouver un lieu, parce que l'association était déjà créée. Et grâce à la principauté, on a eu un lieu qu'on appelle le centre aéré aujourd'hui. Donc c'était en 2008. Et le départ, c'était de dire on rend service aux parents, parce qu'on se retrouve tous comme ça, le bec dans l'eau, un mercredi. C'est facile à dire dans les faits, de s'arranger, mais dans la réalité, on n'est pas tous comme ça. Donc... J'ai trouvé un partenariat avec, à l'époque, une éducatrice spécialisée, et on a organisé des prises en charge. C'était dans les premiers, d'ailleurs, et pour prendre les enfants le mercredi après-midi pour s'en occuper. La seule règle que j'ai donnée au début, c'est ce n'est pas une garderie. Donc, je veux bien qu'on dépanne les parents, mais il y a de question qu'on trouve les enfants assis dans un coin à tourner des ballons ou je ne sais pas trop quelle roue, etc. Donc j'avais dit, vous devez absolument mettre en place des activités qui soient non pas occupantes, mais légèrement éducatives, sans parler de grande éducation à ce moment-là, mais en tout cas qui apportent quelque chose à cet enfant. Parce que, voilà. Donc l'idée n'est en aucun cas, je dis toujours ça par contre, de remplacer les structures existantes, des IME, les foyers de vie, les structures d'accueil qu'on a même ici à Monaco. L'idée, c'est de s'insérer dans les vides, dans les compléments et d'apporter autre chose. Autre chose parce que on est, contrairement à des instituts pour adultes, on est encore plus dans l'accompagnement et un peu plus sur l'éducation. Beaucoup de travail sur l'autonomie qui, en tout cas, manque souvent dans les structures, dans les IME.
et que tout de suite on s'est donné les moyens, grâce à des soutiens financiers, de pouvoir bénéficier d'un accompagnement, ce qu'on appelle de 1 pour 1, c'est-à-dire donc un adulte encadrant avec un enfant. Se donner le temps, c'est-à-dire prendre le temps d'aller aux toilettes quand il le fallait, si c'est 4 fois par après-midi, 4 fois par après-midi, etc. Et donc en fait le projet s'est construit comme ça. Et puis peu à peu, on a évolué, peu à peu les enfants ont grandi, ils sont devenus des jeunes adultes, ils sont toujours là, certains, d'autres arrivent, d'autres nous rejoignent. Mais il a été assez vite apparu qu'il était important quand même d'avoir du personnel qui soit vraiment formé. Je veux dire, moi, c'est pas mon métier, je suis maman, ce qu'on appelle maman impliquée, mais juste c'est pas mon métier. Quoique des fois, je pourrais apprendre à certains éducateurs, mais c'est pas mon métier et j'ai autre chose à faire aussi. Et il faut un peu de recul aussi. Donc, c'est vrai qu'on a travaillé avec différentes personnes et depuis 2022, enfin, Cynthia, je la connais depuis plus longtemps. On ne racontera pas comment on s'est connus, mais on s'est rencontrés, en tout cas sur Paris, au réseau Recherche Autisme. Et on a décidé de, peu à peu, avec Catherine en supervision aussi, de mettre en place à 3 un véritable programme d'encadrement sur les prises en charge que l'on fait. Donc c'est vrai qu'on a une chance d'être sur un territoire qui n'est pas grand, qui est assez sécurisé, qui permet aussi d'aller beaucoup sur l'extérieur. Mais c'est vrai qu'en travaillant avec une équipe qui est vraiment très impliquée, là, je remercie tout le monde, parce que c'est un travail, bien sûr, mais c'est un travail qui fait vraiment avec le cœur, et avec une vigilance qui est assez rare dans ce domaine-là. Il y a beaucoup de respect des personnes. Il y a aussi beaucoup d'écoute qui est faite auprès des familles parce qu'elles ont besoin de parler souvent, elles ont des problèmes. Donc, je sais que Noura est souvent là, enfin, et pas que, Noureddine, etc. Et c'est un travail qui est devenu aujourd'hui un travail de tous les jours pour différentes raisons. Il y en a un peu le lundi, un peu beaucoup le mercredi, beaucoup le samedi, beaucoup pendant les vacances. On fait des séjours dans les murs. Et en fait, on est arrivé à faire quelque chose où en fait on voit des résultats et ce qui est très important, c'est que disent les familles, c'est que aujourd'hui il y a des comportements en termes d'autonomie au foyer qui n'existaient pas il y a quelques années et qu'aujourd'hui les parents retrouvent tout simplement, ils mettent tout seuls à la table. Bon, ils font la vaisselle, il ne faut pas leur donner, enfin, ils ne sont pas que pour ça, mais ils ont une autonomie, ils vont se laver les dents, ils vont se laver les mains avant de passer à la table. Julien qui est là. Le plus beau de nos exemples. Maintenant, il fait ses lacets tout seul. J'en suis pas revenue. Il fait plein de choses et pourtant, il ne parle pas et il a trouvé sa place aussi dans la société aujourd'hui. Il est très à l'aise à l'extérieur. Donc, c'était pas le cas il y a quelques années. Et c'est vrai que, par exemple, là, c'est Noureddine qui l'a toujours accompagné. Et au départ, c'était pas son métier quand même. Mais c'est devenu son deuxième papa. Donc, je veux dire qu'il y a un engagement des personnes. Alors, il y a la formation qui compte, il y a l'environnement, on a dit, mais il faut trouver les bonnes personnes et les personnes qui sont prêtes à faire des choses qui ne sont pas écrites sur le papier. C'est-à-dire, s'il faut laver par terre parce qu'on a un problème avec un enfant, ben on retrouve ses manches et il n'y a personne qui râle parce que ce n'est pas toujours le cas. Il faut apprendre, il faut être patient et il faut considérer que le petit pas, le petit geste qui est fait, il est toujours important. Et même si ça vous paraît, peut-être pour des personnes non professionnelles, ça paraît peu, c'est fondamental. Ma fille, elle a appris à remonter sa culotte, excusez-moi, à l'âge de 16 ans uniquement, et par quelqu'un qui venait chez nous, pas par un IME. Elle était en IME, c'était rien du tout. Donc, je ne critique pas les IME, je dis juste qu'à ce moment-là, il n'y avait pas assez de monde avec elle, que quand on met quelqu'un, c'est une question de moyens, si on prend une bonne personne et qu'on met quelqu'un auprès de ces personnes, elles avancent. Et ce qu'il faut faire, c'est les faire avancer de manière à leur rythme, d'abord, à leur rythme, comme elles peuvent, pas les forcer à faire des choses qu'elles ne pourront jamais faire, leur mettre des challenges à leur portée, qui puissent être fiers de ce qu'ils font. Voilà. Et puis que les parents, quand leur enfant rentre à la maison, eh bien, écoutez, ils trouvent leur enfant heureux. Voilà. Et surtout, pour moi, le plus belle des choses, c'est qu'ils réclament à venir tout le temps et ne plus aller dans leur structure habituelle. Ça, c'est très égoïste, mais j'en suis ravie. Voilà, je vais m'arrêter là et puis on va passer à la deuxième phase de la journée. Merci beaucoup.